Samsung et Intel se font fumer par un crack, à tel point que c'est sûr que tu as plein de ces produits chez toi alors que tu sais même pas c'est quoi son nom. Ce crack, c'est Maurice Cheng. Et il a grandi en Chine dans les années 40. C'était pas les meilleures années, il s'est bouffé 3 guerres civiles. À 18 ans, il décide d'aller étudier aux États-Unis. Et il arrive directement à Harvard parce qu'il est vraiment déter. Et lui, ce qu'il rêve, c'est d'être un ingénieur. Et il se rend compte qu'en fait, à Harvard, il n'y a pas trop d'études d'ingénierie, même si c'est une école prestigieuse. Et donc, il va aller juste après au MIT faire des études d'ingénierie. Il fait ses études, tout se passe bien, il a ses premières expériences. Et il arrive rapidement chez TI, Texas Instruments, ceux qui font les calculettes du collège. Sauf qu'à l'époque, TI, ils étaient un petit peu au top de l'informatique, qui était un champ qui commençait tout juste à démarrer. Il était dans les années 50. Et Texas Instruments, c'était une des premières entreprises à fabriquer des puces avec des transistors en silicium. Avant ça, il utilisait des gros transistors en verre sous vide. Et là, le fait de l'avoir vraiment miniaturisé dans une petite puce, c'était vraiment une révolution. Sauf que, comme c'était les tout débuts, les rendements étaient vraiment éclatés. Dans les meilleurs cas, quand ils imprimaient 100 puces, il y en avait 10 qui marchaient. Et Maurice, lui, il est mis responsable d'une des chaînes de production de ces puces-là. Sauf que sa chaîne à lui, elle a un rendement entre 0 et 2%. Donc autant dire qu'il n'y a rien qui va, c'est vraiment le bordel. Mais comme Maurice, il a un peu un esprit scientifique, un esprit d'ingénieur, il analyse un petit peu tout ce qui va pas, et il va petit à petit régler tous les problèmes, jusqu'à ce que sa chaîne de production de puces arrive à 20%, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qui était avant, et 2 fois plus que les meilleures chaînes de production de l'entreprise. Donc là, les boss de TI, ils se disent, c'est bizarre, est-ce qu'il a eu un coup de chance, comment est-ce qu'il a réussi à faire? Donc ils vont le voir pour lui poser des questions, et il leur explique son cheminement, comment est-ce qu'il a fait, et TI se rend compte que, en fait, c'est vraiment un crack. Et donc, instantanément, il donne une promotion, et il commence à gérer un petit peu plus de chaînes de production. Et puis au fur et à mesure des années, promotion après promotion, il se retrouve au top de la pyramide où il est carrément vice-président de Texas Instruments et c'est lui qui s'occupe de toute la gestion de toutes les puces de TI. Et grâce à lui, TI arrive directement au top de cette nouvelle industrie qui est l'informatique et il faut un max de thunes et Maurice, il se voit déjà devenir PDG de la compagnie. Sauf que, en 78, donc 20 ans après, TI commence à se dire, bon, les puces, ça commence à se démocratiser un petit peu. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller all-in dans les produits pour les consommateurs. Les réveils, les calculettes, etc., etc. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, TI sont forts que en calculette. Et donc, ils ont plus vraiment besoin de faire des puces dernière génération pour les ordinateurs. Maurice, il se retrouve à être mis un petit peu au placard. On lui donne un espèce de rôle de ressources humaines, alors que lui, tu vois, il aime avoir les mains dans le cambouis un petit peu, c'est un ingénieur à la base, et donc il déteste ça, et forcément, ça se passe très mal. Et donc, il se barre, un petit peu dépité, et il rejoint une nouvelle entreprise qui s'appelle cette fois-ci General Instrument, ça ressemble, mais il se rend compte qu'en fait, cette entreprise, c'est un petit peu un patent troll. Ils font pas vraiment des puces. Leur business principal, c'est plutôt acheter des compagnies, les revendre, récupérer des brevets pour pouvoir carotte des gens à droite à gauche. Et donc, au bout d'un an, il se casse. Et au même moment, sa femme le quitte. Donc, il est un petit peu au fond du trou et au bout du rouleau. Et donc, il se dit, tu sais quoi? Vas-y, je rentre au bled. Et quand tu changes de pays, c'est quand même pratique d'avoir CyberGhost VPN. CyberGhost VPN permet d'accéder à du contenu géographiquement bloqué dans plus de 40 plateformes comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, et ça fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation iOS, Android, Windows, Mac, Linux. Et le même compte peut être utilisé sur 7 appareils différents, donc tu peux faire croquer tout le monde. Sur Internet, tes données sont chiffrées, mais il y a quand même quelques types de données qui ne le sont pas, comme par exemple ton DNS. Donc ça veut dire que quand tu es sur un réseau public, par exemple au McDo, à l'école, à l'aéroport, un hacker peut très facilement intercepter tes données, regarder ton trafic DNS et savoir sur quel site tu vas. Un VPN, ça permet de changer ton adresse IP, mais surtout de rajouter une couche de chiffrement à tout ton trafic. Et ça va le rediriger dans un tunnel sécurisé où là, le hacker ne pourra rien voir du tout. Donc c'est parfait pour surfer en toute sécurité, que tu sois à la maison ou que tu sois dans un endroit un peu bizarre. CyberGhost VPN, c'est un des VPN les plus utilisés au monde avec plus de 15 ans d'expérience et 38 millions d'utilisateurs. Et si tu utilises ce lien dans la description, tu vas avoir un tarif spécial à 2,03 € par mois. Donc c'est réduit de moins 83% avec en plus 4 mois gratuits. Et dans le pire des cas, CyberGhost VPN, il t'offre une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Ils ont support client en français, disponible 7 jours sur site, 24 h sur 24. Donc regarde le lien en description et profite-en pour tester maintenant. Et ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, on est dans les années 80 et Taïwan, ils sont en train d'essayer d'un peu de se réinventer. Leur économie, elle est principalement basée sur l'agriculture, donc forcément le niveau de vie, il est pas ouf. Mais ils se disent, ok, nous on va viser sur le futur et on va viser cette nouvelle industrie qui vient d'émerger, qui est l'informatique, l'électronique. Les dirigeants de Taïwan, ils s'appellent Maurice et ils lui font une petite proposition. En fait, il y a un institut de recherche et développement pour justement tout ce qui est la production des puces, et Maurice, ça serait le parfait candidat pour pouvoir venir les aider à faire ça. Et donc, il revient à Taïwan et il commence à travailler avec cet institut-là. À la base, c'est un projet gouvernemental de recherche et développement, et même s'il est financé par l'État, il arrive quand même à avoir des contrats avec certaines entreprises et à faire en sorte que l'institut devienne rentable. Et même s'ils ont énormément de retard sur les entreprises américaines et chinoises, il commence petit à petit à rattraper son retard et à améliorer les technologies de développement des puces. Et ça se passe tellement bien qu'après 3-4 ans, le gouvernement, il revient vers Maurice.
Et ils lui disent, bon, comme on t'a dit, nous on aimerait vraiment aller à fond dans l'électronique, mais ce qu'on aimerait c'est vraiment avoir une grosse usine et fabriquer des puces à balles pour les États-Unis, pour la Chine, pour pouvoir commencer à avoir une meilleure économie. Et ils lui disent, si t'es chaud, t'as 4 jours pour nous faire un business plan, et si l'idée est bonne, on va te financer. Donc Maurice il s'enferme dans sa chambre pendant 4 jours, il réfléchit, il commence à faire un business plan en béton, et il revient avec une idée qui va s'avérer un petit peu révolutionnaire. À Taïwan, on n'a pas v'là les talents, v'là les ingénieurs pour pouvoir développer nos puces, donc on va difficilement pouvoir faire concurrence aux Américains. On n'est pas non plus super fort en marketing, par contre, ce qui est correct, c'est dans l'industrie. On fait des usines, on arrive à se débrouiller. Et à l'époque, toutes les entreprises qui fabriquent des puces, elles conçoivent les puces, les processeurs, et à la fois, elles les impriment et les fabriquent. Mais lui, il se dit, est-ce qu'on pourrait pas faire une entreprise où on va juste fabriquer les puces? Ça ouvrait des nouvelles portes pour que des nouvelles entreprises puissent exister en faisant juste le design des puces, inventer des puces spécialisées, inventer des processeurs. Ils nous envoient les schémas et nous, on s'occupe de les fabriquer. Parce que faire une usine pour fabriquer des puces, ça coûte des centaines de millions, si ce n'est des milliards de dollars. Donc si une petite entreprise, elle a une idée pour un nouveau type de puce, bah, s'ils n'ont pas 200 millions de dollars, c'est mort. Donc ils proposent ça au gouvernement de Taïwan et ils lui répondent, ok, c'est un petit peu novateur, mais nous, on a confiance en toi, on va te suivre. Par contre, on va te financer juste la moitié, on va te donner 100 millions de dollars. Les 100 autres millions de dollars que tu as besoin pour fabriquer l'usine, tu vas devoir te débrouiller pour les trouver. Et donc, il commence à faire tourner son carnet d'adresses, il appelle tout le monde. Il va même chez les gros fabricants de puces à ce moment-là, chez les Texas Instruments, chez Intel, etc. Et on lui rigole au nez, on lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas faire une entreprise, tu vas fabriquer une usine pour des clients qui n'existent pas. Et c'est vrai parce qu'à l'époque, personne fait juste concevoir des puces parce qu'ils ont nulle part pour les imprimer. Ton histoire d'usine toute seule, c'est gentil, mais ça va jamais marcher. Et finalement, il finit par convaincre les Allemands de Philips, qui font eux aussi leurs propres puces, mais ils se disent, bon, si jamais on veut fabriquer d'autres puces, peut-être que ça peut être cool, etc. Donc Philips, ils mettent un petit 60 millions d'investissement. Et le reste, ça va être le gouvernement de Taïwan qui va aller un peu forcer la main de certains citoyens en leur disant, toi tu viens, toi t'as investi, toi aussi t'investis, toi t'es pété de thunes, Et avec cette technique, ils vont réussir à récupérer 200 millions de dollars pour pouvoir construire l'usine. Et donc c'est en 1987 qu'est créée l'entreprise TSMC pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Et au début, c'est pas ouf. Il réussit à survivre parce qu'il a 2-3 contrats avec justement Intel, TI, etc. qui utilisent son usine pour imprimer des vieilles puces de vieille génération. Donc c'est un petit peu la dèche pour Maurice parce qu'il n'a pas envie de perdre l'argent des investisseurs et encore moins perdre l'argent de l'État taïwanais. Comme Maurice l'avait prédit, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à émerger et qui font juste le design de puces, le design de processeurs. Donc il y a des entreprises qui vont décider de faire des puces spéciales pour l'accélération 3D par exemple, comme Nvidia. D'autres entreprises qui vont se spécialiser pour faire des processeurs pour téléphones mobiles, comme Qualcomm. D'autres qui se spécialisent dans les puces pour les cartes réseau. Et ça fait que comme ça, dans les années 90, il y a énormément de nouvelles petites entreprises qui font seulement le design des puces et ils les envoient à TSMC pour qu'ils puissent les imprimer. Et donc à ce moment-là, TSMC, ils ont un peu aucune concurrence. Intel, par exemple, ils le font aussi un petit peu si tu leur envoies un design, s'ils ont le temps et s'ils n'ont pas autre chose à faire. J'ai pas le temps là, je pars au ski. Mais en échange, ils vont t'arnaquer la moitié de tes brevets, la qualité que tu vas avoir, ça va probablement être bof. Mais surtout, le pire, c'est que si toi tu designes une puce ou un processeur et que tu le donnes à imprimer à Intel, bah tu le donnes à ton concurrent. Donc c'est vraiment pas une bonne situation, quoi. Alors que si tu travailles avec TSMC, ils sont pas concurrents, ils vont pas te mettre de royalties, ils vont pas te carotter tes brevets, ils vont te donner la meilleure qualité. Parce qu'en fait, plus la technologie de fabrication des puces, elle s'améliore, plus ça devient difficile. Et la fabrication, c'est vraiment aussi critique que la conception. Parce que même si tu conçois le processeur le plus stylé du monde, ses performances et sa consommation, elle va être surtout déterminée par la manière dont tu le fabriques. En fait, une puce, c'est plein de petits transistors, et plus ces transistors ils sont petits, et moins la puce elle consomme d'énergie, et plus elle peut être performante. Sauf que rétrécir les transistors, bah c'est de plus en plus difficile. C'est tellement difficile que pendant 5 ans, Intel va rester bloqué sur la même taille de transistors, et même s'il crée des nouveaux designs de processeurs, c'est vraiment difficile d'avoir des meilleures performances, à tel point que certaines années, les processeurs d'Intel étaient moins performants que les modèles précédents. Mais contrairement à Intel qui globalement eux fabriquent un type de puce, leur processeur, TSMC eux ils font plein de types de puces pour plein de clients différents. Donc comme ils voient énormément de cas différents, ils ont énormément de problèmes différents à résoudre, mais ça fait que leur processus de fabrication il est vraiment super robuste, super fiable, et donc petit à petit ils vont rattraper leur retard sur les gros fabricants jusqu'à même les dépasser et avoir des transistors qui sont plus performants et plus petits que ceux de Intel et ceux de Samsung. Et en plus de ça, un des secrets de Maurice, où au lieu de commencer à imprimer quelques puces, régler les 2-3 problèmes, ensuite imprimer un petit peu plus, régler les nouveaux problèmes, etc. Il va faire complètement l'inverse. Au lancement d'une puce, il va mettre les prix super bas pour pouvoir imprimer un énorme volume. Donc il va avoir énormément de problèmes, mais il va tous les voir dès le départ. Et donc il va beaucoup plus rapidement que les autres avoir une bonne qualité et un bon rendement, ce qui fait que sur le long terme, il va faire beaucoup plus d'argent. Et donc en 2005, Maurice, il a maintenant 80 ans, donc il décide de passer le flambeau et il part à la retraite. Sauf que 3 années plus tard, en 2008,
c'est la crise. Toutes les économies sont un peu en train de s'effondrer et tout le monde est en panique. Sauf que Maurice, il voit encore une fois une nouvelle opportunité. Il remarque qu'à ce moment-là, il y a le boom des smartphones qui commence à arriver. Et donc en 2009, il revient sur le devant de la scène et il décide de reprendre le contrôle de l'entreprise. Il avait bien raison, parce qu'en 2010, Apple, qui à l'époque faisait ses processeurs avec Samsung, ils en avaient marre de se faire carotte. Samsung, ils ont des difficultés à améliorer leur processus de fabrication. Par exemple, quand l'iPhone 3G est sorti, il avait exactement la même puce que dans l'iPhone précédent. Et Apple, comme ils sortent des produits chaque année, ils veulent vraiment que chaque nouveau produit soit vraiment beaucoup mieux que le précédent. Et en plus de ça, ça les fait un peu chier de donner de l'argent à Samsung, qui va utiliser cet argent pour après leur faire de la concurrence sur le marché des smartphones. En plus de ça, ils ont plein de problèmes légaux avec Samsung, où Samsung utilise des brevets d'Apple, Apple utilise des brevets de Samsung, donc les relations sont vraiment tendues entre les deux entreprises. Et donc en 2010, Apple, ils en ont marre et ils décident de fabriquer leur propre processeur. Ils continuent quand même de le faire fabriquer par Samsung pendant 1 ou 2 ans, mais à partir de l'iPhone 6 et pour tous les téléphones suivants, Apple va utiliser TSMC parce que ils sont pas concurrents, et surtout TSMC a maintenant des meilleurs procédés de fabrication, et donc ils peuvent imprimer des puces plus compliquées avec plus de transistors, beaucoup plus performants. Et aujourd'hui, TSMC est la 13e compagnie la plus grosse au monde, largement devant Intel et Samsung qui rigolaient quand Maurice voulait créer son entreprise. Mais encore pire que ça, Intel qui fabrique maintenant des cartes graphiques, les fait imprimer chez TSMC parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une technologie assez avancée pour pouvoir les fabriquer chez eux. Samsung utilise en partie des processeurs Qualcomm qui sont fabriqués par TSMC parce qu'ils sont aussi meilleurs que leurs propres processeurs qu'ils impriment chez eux. AMD, qui aussi avant fabriquait ses propres processeurs dans leurs propres usines, ils ont vendu leurs usines pour pas rester en faillite et utilisent maintenant TSMC pour leurs cartes graphiques et pour leurs derniers processeurs. Nvidia a toujours utilisé TSMC pour faire les cartes graphiques GTX 3090, etc. Apple, qui non seulement fait tous ses téléphones, a aussi lâché Intel pour ses MacBooks et fait maintenant ses propres processeurs chez TSMC. Et même Tesla, qui ont créé leur propre puce pour que leur voiture puisse conduire toute seule, eux aussi ils envoient leur design chez TSMC pour pouvoir imprimer leurs puces. L'écrasante majorité des téléphones Android utilisent des processeurs Qualcomm qui sont eux aussi fabriqués chez TSMC. Et tout ça, c'est sans compter tous les autres milliards de puces un peu moins haut de gamme que TSMC fabrique. C'est pour ça que c'est sûr et certain que chez toi, tu as des puces qui viennent de cette entreprise. Maurice, c'est vraiment un crack de la fabrication des puces électroniques, mais il y a un autre crack qui s'appelle Jim Keller et qui est un crack de la conception de processeurs. Donc si ça t'intéresse, regarde cette vidéo. Je remercie encore une fois le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Si tu cherches un bon VPN à un très bon prix, regarde l'offre en description et accède à tous les contenus bloqués, surf en toute sécurité pour seulement 2,03 € par mois.